j'ai intitulé ce topo l'épaule, une articulation instable. Pourquoi? Parce que je me souviens que quand j'étais plus jeune kinésithérapeute et même étudiant, on me présentait toujours l'épaule comme étant une articulation très mobile et très instable. C'était souvent quelque chose qui était directement lié. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce que l'épaule est capable de faire, eh bien, on se rend compte que l'épaule, ce n'est pas forcément une articulation si instable que ça, notamment lorsqu'on commence à regarder des athlètes de haut niveau, certes, mais qui ont les mêmes articulations que tout le monde, les mêmes muscles, le même nombre de muscles et les mêmes organisations osseuses. Donc, vous voyez quelqu'un aux anneaux ici qui fait quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez quelqu'un qui va ici faire un arraché de terre et soulever plus de 160 kilos directement au niveau de ses bras. Alors parfois, il y a effectivement des accidents, mais lorsque les personnes sont entraînées, vous voyez, elles sont capables de tenir 160 kilos au-dessus de leur tête et de placer leurs épaules dans des positions extrêmes qui sont des positions dites d'instabilité, et pourtant ça tient. Et puis, vous avez des sports de lancer, des sports qui sont des sports en chaîne ouverte, qui nécessitent de grandes amplitudes avec de grandes vélocités, de grandes vitesses d'exécution et eh bien, qui restent quand même stables. Alors, l'articulation de l'épaule, elle est stable. C'est lorsqu'elle devient malade qu'elle est instable, parce que sinon, on ne pourrait pas faire toutes ces choses-là. Et même pour les gens qui en font beaucoup moins, eh bien, ça nécessite une certaine stabilité quand même. Alors, ce sont les éléments osseux qui garantissent cette grande mobilité qu'on a vue là chez le pitcher, parce qu'on a effectivement dans l'épaule une articulation gléno-humérale où, vous le savez, la tête humérale est très grande avec une glène qui est beaucoup plus petite. Et puis, on a une scapulo-thoracite qui va glisser sur le grille thoracique. Et c'est cette double mobilité-là qui va générer d'énormes mouvements. Avec une petite restriction quand même, c'est que la scapula repose sur le thorax et que le thorax va donner une forme de rigidité quand même. Donc, on va garder une grande mobilité. Si on n'avait pas ce thorax, on pourrait être encore plus mobile. Et donc, le thorax est souvent source de rigidité. C'est pour ça qu'on associe souvent la mobilité de l'épaule à la mobilité thoracique. Alors, au niveau osseux, la glène humérale, eh bien, vous avez une glène qui a une faible surface et une tête humérale qui est très grande. Donc, c'est ce qui fait effectivement cette situation, ce qui donne cette situation lorsqu'on ne regarde que les os, qui nous font penser que l'articulation est instable. Mais il ne faut pas oublier qu'autour de l'articulation, il y a des choses. Il y a notamment un labrum. Vous le voyez ici, il est au niveau de la glène, il agrandit comment dire, la surface de la glène, il a une sorte d'effet cale. Vous savez, comme les roues des avions qui sont bloquées de chaque côté, vous voyez de part et d'autre, eh bien, ce labrum a une sorte d'effet cale au niveau de la glène humérale. Et puis, ça a une forme d'effet ventouse aussi. Ça n'est pas qu'un effet cale, c'est une forme d'aspiration aussi au niveau de la tête humérale, puisqu'il y a une sorte de vide qui va augmenter la stabilité. D'ailleurs, le labrum peut être source de lésions avec différentes formes de lésions, des lésions de type 1, 2, 3, 4, suivant l'importance de la lésion. Et en fait, ces lésions-là vont provoquer des formes d'instabilité. Ce n'est pas forcément les instabilités dont on va parler ce soir, mais ce sont quand même des formes d'instabilité qui, lorsqu'elles sont isolées, donnent des micro-instabilités. La tête humérale va moins bien tenir. Et donc, vous voyez que ce labrum participe au maintien de l'épaule et qu'on ne peut pas regarder une articulation gléno-humérale uniquement au niveau osseux et dire, vous voyez, ça ne s'emboîte pas, donc forcément, c'est instable. Autour de cela, il y a des structures qui sont capsulo-ligamentaires. Alors, ces structures capsulo-ligamentaires, vous les connaissez, il y a des ligaments qui sont essentiellement du haut vers l'avant et vers le dessous. Il n'y a pas de ligament à l'arrière. La capsule, on dit capsulo-ligamentaire parce que la capsule n'est qu'une forme de ligament. Les ligaments, en fait, sont des épaississements capsulaires. Alors, au niveau de cette capsule et de ces ligaments, il y a un ligament qui est particulièrement important, c'est le ligament gléno-huméral inférieur. Une sorte de hamac ici, en dessous de l'épaule, qui va permettre de renforcer la stabilité de l'épaule, notamment lorsque vous avez vu, lorsqu'il a fait son arraché de bras, il avait les bras qui étaient complètement vers le haut et en arrière. Et s'il y a cette structure gléno-humérale inférieure, c'est justement pour maintenir, comment dire, l'articulation stable dans ces positions extrêmes. Et donc là, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces structures capsulo-ligamentaires ne maintiennent l'articulation gléno-humérale que dans des positions extrêmes. Et donc, dans les positions intermédiaires, qui sont les
position de la vie de tous les jours, lorsqu'on est sur un ordinateur, lorsqu'on attrape un pull dans un placard un petit peu en hauteur, mais pas dans une position extrême, lorsqu'on se lave les cheveux, tous les mouvements de la vie quotidienne, lorsqu'on place sa main dans la poche, eh bien, la capsule et les ligaments ne maintiennent pas l'articulation, et donc ce sont des structures actives qui vont devoir la maintenir. Alors, je sais qu'on apprend, je ne sais pas s'il y a des étudiants ce soir parmi nous, mais souvent on apprend en IFMK et même en anatomie sur les livres ce fameux ligament en Z. Alors, j'ai voulu vous montrer une vidéo du professeur Gagé qui dissèque une épaule et qui montre ce qu'est ce fameux ligament en Z. Un deuxième élément très important apparaît sur cette vue antérieure. Le bras est entièrement je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez le son? Oui, Fred, on a le son, ouais. Vous avez le son. Ok, donc je poursuis. Oh, merde, pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Je recommence. Un deuxième élément très important apparaît sur cette vue antérieure. Le bras est entièrement en élévation. Le ligament est tendu entre la glène et son insertion humérale. Il n'existe aucun pli, aucun élément qui permette de décrire le Z habituellement présent et décrit dans les ouvrages classiques. Qu'en est-il? En fait, ce Z ne peut se décrire que lorsque le ligament se déplisse, bras, le long du corps. L'excès de tissu est tel qu'il se forme alors des replis que l'on peut décrire comme étant le Z anatomique de l'articulation scapulo-humérale. Voilà, donc pour ceux qui pensaient que le Z anatomique, c'était une sorte de structure de ficelle sous tension, vous comprenez qu'en fait, lorsque le bras est le long du corps, ces structures sont complètement lâches et c'est lorsqu'on ouvre le bras qu'elles vont se mettre en tension. Hein, c'était juste un petit rappel anatomique. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, puisque ces structures passives capsulo-ligamentaires ne sont mises en tension que lorsque le bras est dans des positions extrêmes, en hyperextension, hyperabduction, hyperrotation externe, hyperrotation interne, toutes ces positions qui sont des clés de bras, des choses comme ça, il va falloir pour toutes les autres positions, et même pour ces positions extrêmes également, une stabilisation dynamique. Et donc, cette stabilisation dynamique, effectivement, elle a lieu grâce aux muscles. Quels muscles? De la profondeur, la coiffe des rotateurs, essentielle, qui va maintenir, qui va coapter l'articulation, qui va empêcher la tête humérale de trop se translater vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. Le deltoïde majeur, important, vous savez ce qu'il advient d'une tête humérale lorsque quelqu'un présente un accident vasculaire cérébral avec une paralysie du deltoïde. Vous savez bien que la tête humérale tombe complètement parce que c'est un muscle essentiel de la stabilisation qui va coapter également l'articulation. La longue portion du biceps, à moindre mesure, mais quand même, va maintenir la gléno-humérale. Et donc, ce sont ces structures-là qui vont participer au maintien de la stabilisation gléno-humérale. Alors, ça n'est pas tout, bien évidemment. Il y a d'autres muscles. Mais lorsque vous voyez cette vision de la gléno-humérale, vous comprenez pourquoi certains chirurgiens, souvent, donnent comme comparaison, comme métaphore, je sais que c'est à la mode les métaphores chez les kinés, donc voilà une métaphore entre une balle de golf et un tee de golf. Et souvent, on dit, vous voyez, cette articulation gléno-humérale, c'est la même chose que cela. Et c'est pour ça que c'est instable, parce que si je pousse sur la balle de golf, elle va complètement tomber. Le seul petit problème, c'est que quand on se réfère à une image comme celle-là, on imagine que le tee est la scapula et qu'elle est plantée dans le gazon. Ce qui n'est pas le cas, puisque la comparaison qu'on pourrait donner, que je préfère, c'est celle de l'otarie qui constituerait la scapula et qui, pour maintenir la balle au-dessus de son museau, va devoir onduler et adapter sa position. C'est le rôle des muscles scapulaires. Donc, on a les muscles de la coiffe ici, et puis on a également derrière les muscles scapulaires qui sont très nombreux, bien plus nombreux que les muscles de la coiffe. Et d'ailleurs, c'est triste qu'on n'en parle pas suffisamment, ces muscles scapulaires, notamment dans les publications chirurgicales, c'est très très rare d'en parler parce qu'ils ne sont pas sièges de lésions, sièges parfois de paralysie, mais donc ça n'intéresse pas trop les chirurgiens parce que ça ne se répare pas trop, ces muscles, c'est un peu compliqué à opérer. En revanche, les tendons de la coiffe, ça, on en entend beaucoup parler. Or, une scapula qui n'est pas maintenue par tous ces muscles-là n'est pas suffisamment stable. Et une scapula qui n'est pas stable, c'est une gléno-humérale qui n'est pas stable derrière. Donc, c'est l'ensemble de ces muscles scapulo-huméraux et gléno-huméraux, scapulo-thoraciques, cervico-scapulaires, etc., qui vont assurer à la fois le mouvement et la stabilité de la gléno-humérale. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne extrêmement bien, sauf lorsqu'il y a un accident, bien évidemment.
Et parfois, effectivement, l'épaule, elle rencontre quelques petits soucis, surtout lorsqu'on pratique des sports violents, lorsqu'on pratique des sports avec des contacts physiques. Et vous voyez là un rugbyman qui a fait un saut à 2 mètres de haut et qui est retombé sur son coude, inévitablement, il va y avoir des dommages au niveau de son épaule et il va y avoir ce qu'on appelle une luxation de l'épaule antérieure. Cette luxation antérieure, on la connaît bien. Quand on regarde un petit peu la physiopathologie des traumatismes dans les sports ici, qui sont des sports de type rugby ou dans les sports de lancer ici, eh bien, on ne retrouve pas de facteurs prédictifs qui nous permettraient de faire de la prévention de ce premier épisode de luxation. Alors, on peut prévenir les blessures probablement en faisant des bons programmes de prévention, mais ce fameux premier épisode de luxation gléno-humérale, le véritable épisode, d'après la littérature, peut-être que la littérature est en retard par rapport à ce qui se fait sur le terrain, c'est possible, mais pour le moment, on n'arrive pas à dire, voilà, telle personne risque d'avoir un épisode de luxation antérieure parce qu'elle est dans telle et telle situation. Et ce, quel que soit le sport. Alors, la luxation antérieure, voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez ici la gléno-humérale qui est luxée. Donc, la tête humérale est vers le haut, vers le bas et vers l'avant. Vous voyez, ici sur la radio. Donc, on voit bien, la glène est là. Et la tête humérale est ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. La tête humérale est ici et la glène est ici. Donc, on ne peut pas passer à côté d'une luxation gléno-humérale antérieure. C'est impossible. Cliniquement, c'est flagrant. Il y a ce fameux coup de hache. Vous voyez que le galbe de l'épaule a disparu. Et puis, au niveau de la radio, c'est totalement visible. Ce qui n'est pas forcément le cas de la luxation postérieure. On peut passer à côté d'une luxation postérieure. En revanche, on ne passe pas à côté d'une luxation antérieure. Alors, c'est une impotence fonctionnelle majeure, c'est associé à de la douleur. Ça n'existe pas quelqu'un qui se luxe l'épaule en antérieur et qui n'est pas dans un état second, vraiment de douleur, qui ne se sent pas bien. Le diagnostic est clinique parce que ça se voit cliniquement. La personne ne peut plus bouger son bras et l'épaule est déformée. Et puis, on va vérifier sur la radio les lésions associées. C'est pour ça qu'on ne fait pas de réduction d'une luxation sans avoir fait des examens d'imagerie préalables. Et de toutes les façons, ce n'est pas un geste de kinésithérapie, la réduction de la luxation. Alors, vous voyez ici, comment est-ce qu'on fait pour réduire une luxation. Là, vous avez vu, c'est un boxeur, hop, qui vient de faire un… Et ce n'est même pas le bras du coup qu'il a lancé avec son bras droit, vous allez voir, c'est le bras gauche ici, qui s'est luxé parce qu'il a été complètement lâche. Et vous voyez qu'il ne peut plus, instantanément, il ne peut plus rien faire. Alors heureusement, son adversaire vient tirer un bon coup sur son bras. Et là, il y a quelque chose qui arrive systématiquement, c'est que la personne qui vous a réduit, vous avez envie de lui embrasser les pieds, tellement ça fait du bien. Parce que c'est insupportable d'avoir une épaule luxée en avant. Et la personne qui vous réduit, vous avez envie de l'embrasser. Et ça, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères que ce qu'on peut voir dans la luxation postérieure, notamment postérieure volontaire, dont on ne parlera pas ce soir. Donc, une fois que la luxation a été réduite, eh bien, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On va essayer de diminuer le risque de récidive. Alors, certains sont immobilisés en position de rotation externe, rotation neutre, pardon, d'autres en rotation interne. On va donner de la rééducation à faire. Hélas, aucun de ces éléments-là ne permet de prévenir le risque d'instabilité et de récidive de luxation. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas utile, la rééducation notamment, mais ça ne préviendra pas le risque de récidive, apparemment, d'après ce que l'on peut lire actuellement dans la littérature. Pourquoi? Parce qu'en fait, les facteurs qui augmentent le risque de récidive après un premier épisode de luxation vraie, c'est le fait d'être un homme, c'est le fait d'être jeune, d'avoir moins de 40 ans, c'est le fait d'avoir éventuellement une fracture, le fait d'avoir une fracture de la tubérosité diminue le risque d'instabilité. Et puis, c'est le fait, ça c'est beaucoup plus important, d'être hyperlaxe. Donc, les facteurs essentiels qui augmentent le risque de luxation récidivante, c'est le fait d'être un homme, mais plus que ça, c'est le fait d'être hyperlaxe, d'être jeune et d'avoir des lésions associées. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est être hyperlaxe? Au niveau d'une épaule, c'est simple. C'est le fameux sulcus thèse. Vous tirez sur le bras et puis il y a un sillon sous-acromial qui montre qu'il y a un glissement inférieur de la tête humérale. Ce sont les tiroirs antéro-postérieurs et c'est avoir plus de 85 degrés de rotation externe. C'est des signes classiques que l'on retrouve chez des personnes qui sont hyperlaxes. Vous voyez que ça amuse très souvent de faire bouger leur tête humérale d'avant en arrière et de tirer dessus comme ça. Alors, ce n'est pas trop grave de le faire. Moi, j'aime pas trop, si vous avez un super contrôle moteur derrière dès que vous activez votre bras.
Sauf qu'en général, à force de tirer sur l'épaule comme ça et de la balancer d'avant en arrière, vous diminuez votre tonus musculaire. Et lorsque votre épaule, vous l'emmenez faire des gestes un peu extrêmes, eh bien, il y a moins d'activité et vous avez un risque de blessure. Alors, associé à ces facteurs-là, on a les fameuses lésions lors du premier épisode de luxation. Quelles sont ces lésions? Il y a des lésions osseuses avec l'encoche de Malgame que vous connaissez. C'est cette petite encoche qu'il y a au niveau de la tête humérale qui est extrêmement fréquente, entre 70 à 95%. C'est quasi systématique en réalité dans la littérature. Et en fait, on pensait, puisque c'était systématique, que ça n'était pas un élément qui augmentait le risque d'instabilité après le premier épisode. On s'est rendu compte qu'en fait, ces encoches étaient plus ou moins importantes, plus ou moins positionnées dans des zones qui étaient à risque. Et donc, le positionnement et la taille de l'encoche peut augmenter le risque d'instabilité. Également, les lésions ligamentaires et labrales. Évidemment, quelqu'un qui a une épaule qui part complètement en avant va abîmer ses structures capsulo-ligamentaires. C'est inévitable. Mais ça peut être plus ou moins marqué et on peut plus ou moins arracher son labrum. Et ça peut augmenter aussi le risque d'instabilité. Également, la lésion de la glène avec des fractures de glène qui sont moins fréquentes, heureusement, parce que lorsqu'il y a une fracture de glène associée, effectivement, en général, ça ne se passe pas très bien. Dans les lésions ligamentaires et labrales, vu la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure et ce que je vous ai expliqué, si le ligament gléno-huméral inférieur est arraché, vous êtes sûr d'avoir une épaule instable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà une étude intéressante qui a pris plus de 600 personnes qui avaient eu des luxations. Et en fait, elle a établi des pourcentages de risque en fonction de l'âge. Qu'est-ce qu'on sait? Chaque année de moins lors du premier épisode de luxation augmente le risque de récidive de 4,1% et de chirurgie de 2,8%. Donc, on voit bien que plus on est jeune, en dessous de 40 ans, plus on a un risque de récidive et plus il y a un risque de chirurgie derrière, c'est inévitable. On dit qu'en dessous de 20 ans, il y a 80 à 100% de risque d'avoir une épaule instable après un premier épisode de luxation. Alors, qu'est-ce qui va prédisposer cette instabilité? On a vu l'hyperlaxité, les lésions osseuses, les lésions ligamentaires, l'âge et l'activité. Voilà les 3 cercles. Et là, vous avez l'épaule instable qui est au milieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces éléments-là, mais si vous avez les 4, vous êtes quasiment sûr d'avoir une épaule instable. Et puis, j'ai rajouté un cercle là aujourd'hui pour vous, parce que je crois que c'est un cercle qu'on va finir par rajouter sur tous les topos maintenant. C'est tout simplement les facteurs psychosociaux. Vous comprendrez pourquoi j'ai rajouté ça un peu à la fin du topo. En gros, si on met facteurs psychosociaux dans toutes les pathologies aujourd'hui, on a peu de chances de se tromper. Alors, l'instabilité antérieure, elle peut se diagnostiquer cliniquement. C'est-à-dire qu'une fois que la personne s'est luxée l'épaule, à distance d'une luxation, ou lorsqu'une personne s'est luxée plusieurs fois l'épaule, si on a envie de tester son instabilité, eh bien vous savez, le test d'appréhension qui est très fiable, le relocation test de Job qui est très fiable, vous combinez ces 2 tests-là et normalement, vous avez une quasi-certitude d'avoir une épaule instable. Si vous faites partie des kinésithérapeutes qui sont pervers, ben vous pouvez faire un surprise test. Alors, c'est vrai que dans les littératures, on adore dire que c'est un super test avec des super scores. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est dangereux à réaliser. Lorsque vous placez le bras du patient en arrière, vous appuyez sur sa tête humérale. Donc, il va vous laisser faire puisque vous stabilisez sa tête humérale. Et là, au moment où il est en arrière, vous retirez votre main et vous avez, je peux vous l'assurer puisque ça m'est arrivé, quelques risques de luxer l'épaule du patient. Donc, c'est bien les papiers de biostatistique. Moi, j'adore ça. Sauf que dans la réalité, il faut faire attention. Et ce sont des tests sur lesquels il faut être vigilant. Et il ne faut pas les réaliser de façon intempestive, comme ça, comme si on faisait un test de force, des tests tendineux, etc. Ça peut être des tests dangereux. Donc, je vous recommande d'être vigilant lorsque vous réalisez ce genre de test. La masse musculaire, parce que souvent on dit, allez, il faut renforcer les épaules, comme ça elle ne va plus être instable. Vous allez faire de la rééducation, vous allez renforcer vos épaules, vous allez chez le kiné, vous renforcez les épaules. Bon, c'est bien ça, sauf que la masse musculaire, ça ne garantit pas la stabilité. Et on a eu un très bel exemple avec Teddy Riner, qui est quand même un des athlètes les plus massifs, les plus musclés qu'on puisse connaître, un des athlètes les plus magnifiques en termes de puissance, et qui a eu une épaule instable et qui a dû se faire opérer. Et c'était une toute petite lésion dans son épaule qui le gênait. C'est quand même dingue. Avec la masse musculaire qu'il avait, il n'arrivait plus, bien sûr, à faire. Alors, il pouvait faire ce qu'il voulait dans la vie de tous les jours. Mais dans son niveau de sport, lorsqu'il s'agissait de prendre un adversaire de plus de 100 kilos et de le projeter, il avait besoin de sa stabilité labrale et c'est pour ça qu'il a dû se faire réparer. Alors, quel type de chirurgie? Lui, il a fait un Bancart, il a fait une petite chirurgie.
Le Bankart, c'est une chirurgie arthroscopique. Vous le savez, je vous présente rapidement. On n'est pas des chirurgiens, mais comme ça vous évitera de regarder les topos de chirurgiens si vous avez envie de les passer. La chirurgie de Bankart, c'est quoi? Les chirurgiens rentrent dans l'épaule avec un arthroscope. Ils réparent le labrum, ils réparent les lésions ligamentaires. Et puis, il y a la deuxième grande chirurgie qui est la butée coracoïdienne de Latarjet, qui est une chirurgie française inventée par des Français, alors que le Bankart est très usité dans le monde. En France, on a plutôt tendance à faire une butée Latarjet, qui est une chirurgie que je préfère parce qu'elle est beaucoup plus sûre que le Bankart. Alors, chaque chirurgie a son intérêt, son avantage. Le Bankart, c'est une chirurgie qui est très peu lésionnelle. Il n'y a pas d'intervention sur l'épaule dans ces structures. Ça vient réparer les lésions. Le problème, c'est qu'il y a des risques de récidive qui sont assez conséquents, hein, entre 15 à 25% selon l'âge et selon les données de la littérature. Ce n'est pas rien. La butée coracoïdienne, c'est extra solide, mais c'est quand même pas rien. On rentre des vis, on coupe de l'os et ce n'est pas de la petite chirurgie. Alors aujourd'hui, il y a certains chirurgiens qui font de la chirurgie butée coracoïdienne sous arthroscopie. Il y a eu pas mal de papiers qui ont été publiés là-dessus, notamment les premiers qui ont fait ça, c'était le professeur Claver à Strasbourg, Geoffroy Nourrissat à Paris, et puis d'autres, il me semble, il y avait Lafosse, bien évidemment, le docteur Lafosse, etc. Bref, pas mal de chirurgiens qui sont des hauts techniciens de la chirurgie d'épaule qui réussissaient à faire ça. Puis d'autres se sont mis à le faire. Ce que l'on voit, c'est que la courbe de progression du chirurgien est longue, la courbe d'apprentissage, pardon, est longue, donc il faut pas mal d'épaules opérer pour pouvoir bien placer une butée lorsqu'on la fait par arthroscopie. Donc, il vaut mieux pas être dans les premiers patients. Moi, je recommande plutôt la chirurgie à ciel ouvert. D'ailleurs, bon nombre de chirurgiens qui ont testé l'arthroscopie, même s'ils se débrouillaient bien, se sont remis à faire du ciel ouvert parce que tout simplement, ça n'apportait pas de bénéfices supplémentaires et il y a quand même un petit risque d'atteinte du nerf axillaire. Donc, autant ne pas prendre ce risque-là. Alors, pour savoir si on utilise une chirurgie plutôt que l'autre, il y a ce score ISIS qui a été proposé par le professeur Boileau à Nice, qui est un score qui met en évidence l'âge au moment où la chirurgie doit se faire, le niveau de pratique sportive, le type de sport, est-ce que c'est un sport de contact, est-ce que c'est un sport d'armée contrée comme le handball, et puis l'hyperlaxité de la personne, la présence de lésions, etc. Et en fonction de ce score-là, eh bien, il va y avoir, en fonction de ce score ISIS, une orientation vers une chirurgie plutôt qu'une autre. Ça, c'est vraiment pour les chirurgiens, ce n'est pas vraiment pour nous, mais c'est pour votre culture. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on doit réaliser la chirurgie? Alors, il y a un papier intéressant de l'équipe de Besançon, des chirurgiens de Besançon, qui ont montré que pour le retour au sport, eh bien, il semblerait y avoir un intérêt à faire une chirurgie quasiment dans l'urgence. C'est-à-dire après un premier épisode de luxation chez le jeune sportif, ils ont fait un papier qui montre que le retour au sport était bien meilleur au même niveau ou à un niveau supérieur lorsqu'on faisait une chirurgie du Bankart à J15 de l'épisode. Bon, ça, il faut vraiment avoir envie de le faire. C'est que chez des athlètes jeunes. Mais il y aura peut-être une tendance, et ne vous étonnez pas s'il y a une tendance à ce genre de chirurgie réparatrice rapide, parce qu'on sait que chez le jeune, la première luxation, c'est quasiment assuré une instabilité derrière. Ce n'est pas comme une rupture de ligament croisé, c'est différent. Il faut vraiment prendre les choses différemment. En tous les cas, à l'heure actuelle, on n'a pas de possibilité de modifier ce risque-là élevé chez le jeune. Un dernier, je vous ai placé ça, c'est une chirurgie nouvelle qui a été proposée par Colin et Lederman, qui est en fait une chirurgie qui consiste à prendre la longue portion du biceps, vous voyez, plutôt que de prendre la butée coracoïdienne, ils vont prendre la longue portion du biceps et la rentrer devant. Donc, ils ont fait des études cadavériques, vous voyez, la longue portion du biceps, elle est juste devant, et elle vient crocheter la tête humérale, du coracobrachial, excusez-moi. Elle vient crocheter la tête humérale et donc il va y avoir une stabilité au niveau de la tête humérale en avant. Ça va faire une sorte de hamac en avant. Donc ça s'appelle le dynamique antérieure stabilité. C'est une sorte de Latarjet combiné à un Bankart. Voilà. C'est une chirurgie peut-être d'avenir. Aujourd'hui, c'est encore à l'état expérimental quand même, mais c'était pour vous en parler pour votre culture. Alors, après luxation ou chirurgie de l'instabilité, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, forcément, le patient, il a mal, il a des limitations de mobilité, il a une diminution de la force musculaire, il a un défaut proprioceptif et il a peur et il a une appréhension. Donc, quel va être le rôle de la luxation? Et les objectifs, ça va être de retrouver en face de la douleur une indolence. Il ne faut plus que la personne ait mal, il faut récupérer des amplitudes physiologiques, récupérer toutes les propriétés musculaires de l'épaule. Et une propriété musculaire,
ce n'est pas juste la force, ce n'est pas juste la tonicité, c'est l'explosivité, c'est la contractilité, c'est la pliométrie, c'est tout ça, c'est l'endurance musculaire, c'est toutes ces qualités musculaires. Donc forcément, si on veut savoir si elles ont été récupérées, il va falloir à un moment donné les tester. C'est le contrôle neuromoteur efficace et puis c'est une forme de confiance dans son épaule. Ça, c'est assez important. Donc, la rééducation, eh bien, les principes, ça va être de restaurer la fonction musculaire, je l'ai dit, OK, et augmenter progressivement les contraintes sur l'épaule. Ça, c'est important d'aller progressivement. Alors, j'avais fait un petit truc, un mémotechnique comme ça, la règle des 3 P. La rééducation, elle doit être précautionneuse au départ, que ce soit pour un Bankart ou pour une butée de la Target, il y a un temps cicatriciel, progressive tout le temps, c'est tout le temps progressif, hein, il n'y a jamais de fin en fait, et puissant quand on arrive sur les dernières semaines de rééducation. Hein, ça ne doit pas être quelque chose d'attentiste. Et derrière, le patient, il va falloir qu'il soit effectivement patient, parce que ça peut être un peu long. Il va falloir qu'il soit persévérant pour récupérer toutes ses mobilités. Parfois, ça va être difficile. Il ne va pas falloir qu'il soit désespéré. Et puis, il faut qu'il ait un esprit positif, effectivement, pour pouvoir aller au bout de sa rééducation. Ça semble être important. Alors, vous voyez, la précaution, c'est pour protéger effectivement la réparation labrale ou pour protéger la butée. Pas de rotation latérale supérieure à 0,30 degrés, ni en passif ni en actif, pendant les 3 à 6 premières semaines. Ça, c'est suivant, bien évidemment, les chirurgiens. Mais il faut mobiliser tout de suite l'épaule. Il ne faut pas attendre. On n'attend pas pour mobiliser. C'est à J2 qu'on mobilise l'épaule. Alors, progressivement, on va augmenter les exercices. Je vous ai mis quelques exercices. C'est vraiment pour illustrer le plan postérieur. Voilà. Et puis, on va augmenter progressivement les amplitudes, la force, les contraintes appliquées sur l'épaule, la vitesse d'exécution, l'endurance et la fatigue. On va faire du travail statique, du travail dynamique. On augmente un facteur à la fois et puis plusieurs facteurs au fur et à mesure. Voilà quelques petits exercices que vous pouvez réaliser. Alors, une fois que c'est consolidé, très rapidement, on peut passer à des exercices un peu plus costauds. Ce n'est pas comme sur une rupture de coiffe où il faut attendre 3 mois et demi, 4 mois pour faire un peu de renforcement. Là, à partir de 2 mois, déjà, vous pouvez commencer à faire du TRX sans problème si le patient vous en donne les signes. D'accord. Ça, c'est un danseur de l'Opéra de Paris qui avait 2 épaules instables. Donc, il avait à 16 ans. Vous voyez, donc il va falloir effectivement le rééduquer. Donc, il va falloir travailler aussi sur tout le buste. On voit que ce jeune homme manque de gainage, là, ici, au niveau de l'abdomen, quand il fait son mouvement. Donc, ça peut participer aussi à l'instabilité de l'épaule. Tous ces muscles scapulaires qui sont là sont primordiaux, comme je vous l'ai dit, et on ne rééduque pas une gléno-humérale sans rééduquer des muscles scapulaires ici. Ça n'est pas possible. Travailler en chaîne fermée, c'est également essentiel. On va le voir dans les différents tests. Faire des push-ups, faire des pompes, faire du gainage, tenir en statique, c'est quelque chose d'assez important. On sait que le travail également du noyau, le corps, c'est-à-dire l'abdomen, on sait que ce travail-là est également important pour stabiliser une épaule. Alors, vous le voyez dans toutes les rééducations des sportifs, on travaille également le bas du corps, le gainage. Et si on le voit chez les sportifs, c'est que ça doit être utile. Et donc, si on le fait chez les sportifs, il faut le faire aussi chez ceux qui ne le sont pas. Alors, peut-être pas avec des intensités aussi importantes que cette personne qui est en bas sur un ballon et qui est très instable, mais pourquoi pas le faire comme la patiente qui est en haut ici et qui travaille en gainage pendant qu'elle rééduque son épaule droite. Voilà, ici encore une autre forme de stabilisation du bassin pendant qu'on travaille sur des mouvements de poussée au niveau des bras. Ici, un travail en triple extension. Alors, comment est-ce qu'on prépare le retour au sport? C'est important, ça, parce que souvent, ce sont des jeunes et des sportifs. Eh bien, lorsqu'on a des sports qui sont des sports de handball comme cela, alors peut-être qu'il va l'attraper par derrière, là, le bras. Il va peut-être se prendre un carton rouge. Mais le sportif qui se sera pris le bras, il se sera pris le bras contré et il y aura peut-être une lésion. Au rugby, il y a énormément de contacts. Au judo également. Et puis, vous avez d'autres sports aussi avec des risques comme l'escalade. Alors, pour préparer l'épaule au retour au sport, il faut la préparer aux pires situations. D'accord. Donc, on ne fait pas une rééducation à minima. Et si la rééducation consiste à faire de la rotation externe coude au corps, ben, peut-être que ce que vous pourrez faire dans vos activités, ce sera boire une bière sur votre canapé. Si vous voulez retourner au sport, eh ben, il va falloir souffrir. Si on souffre sur le terrain, il va falloir souffrir en rééducation. Ce n'est pas un vilain mot. Ni la discipline,
ni le fait de souffrir ne sont des vilains mots. Il faut juste prévenir les patients en amont et leur expliquer que ça va être difficile et pourquoi ça va l'être. Parce que quand on repart de zéro pour retrouver son niveau d'avant, eh ben, quand on est sportif et qu'on a été blessé, on sait ce que c'est, cette difficulté à retourner à son niveau d'avant. Il n'y a pas de raison que les autres ne soient pas aussi sur la même logique, même lorsqu'ils ne pratiquent pas un sport intensif. Il faut se donner les moyens et les ambitions de réaliser une rééducation suffisamment puissante. Vous le voyez, lorsque les personnes en ont besoin. Lui, à droite, il est super bien gainé, hein. C'est un policier qui est dans les forces interventionnelles, super bien gainé après une chirurgie de Bancarte, vous voyez, et ce n'est pas facile ce qu'il fait. Ici, des exercices où on déstabilise les bras lors de poussées en développé couché ou lors d'exercices de gainage de l'abdomen. Voilà, tout ce genre d'exercices que vous pouvez réaliser, c'est à l'infini. Il y a plein d'exercices, vous pouvez en voir partout sur les chaînes YouTube, etc. Il faut juste trouver les exercices qui correspondent au timing de votre patient. Un mot sur le BFR qui semble avoir un intérêt sur l'hypertrophie, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut avoir un intérêt lorsque votre patient peut-être a un manque de ce retour à l'hypertrophie. On peut très bien s'en passer, hein. Il y a des gens qui font de l'hypertrophie musculaire, qui font de la force maximale et qui n'ont pas besoin du BFR, mais parfois ça peut aider. La proprioception, on le sait, elle est déficitaire lorsqu'il y a une instabilité et la récupération après chirurgie, eh bien, elle semble être à 50% à 6 mois et à 100% seulement à 12 mois. Or, un athlète ne va pas reprendre le sport à 12 mois, un an après une chirurgie. Teddy Riner, il a repris très très vite après sa chirurgie. Donc, il va falloir ne pas se contenter de ce retour naturel de la proprioception, va falloir le provoquer. Et le provoquer par les exercices qu'on a vus, par des exercices de contrôle neuromoteur, où on travaille sur la rapidité d'exécution, où on travaille sur la position du bras comme ici, avec des lasers, avec des capteurs, etc. Bon, plein de choses qui peuvent être plus ou moins ludiques, mais qui sont importantes parce que comme c'est long, il va falloir que le patient ne s'ennuie pas aussi pendant sa rééducation. Vous voyez ici des sportifs qui font des exercices sur trampoline ou des exercices ici de rapidité, de rattrapage sur des murs pour améliorer les réflexes, améliorer le contrôle moteur, vérifier que le patient n'a pas mal aussi quand il réalise des exercices de rapidité comme cela. On déstabilise au maximum le buste. Ça, c'est un sportif qui faisait du foot américain. Donc, il va s'en prendre des castagnes. Donc, si pendant la rééducation, on ne pousse pas sur son épaule, on ne le met pas en position d'instabilité et la tête et les épaules, ce n'est pas au moment où il va être sur le terrain qu'il va devoir découvrir ça. Alors, quel test avant la reprise du sport? Alors là, c'est vraiment le gâteau d'anniversaire si vous voulez des tests avant la reprise du sport. Il y en a des tonnes. Voilà le CKCUS test, le Close Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test, qui est un bon test d'épaule, mais qui effectivement vise uniquement à savoir si vous arrivez à vous déplacer rapidement. Juste pour information, vous voyez ici, le gainage, il doit être maintenu. Donc, quand les fesses, elles partent d'un côté à l'autre, lui, il est un peu limite, hein. Le test, il est un peu faussé lorsque les fesses partent d'un côté et de l'autre. Donc, c'est quelque chose qui doit être maintenu par le patient. Il doit être parfaitement gainé. Donc, on fait ça pendant 15 secondes, le plus grand nombre de fois. Alors, on pourrait dire, bon, c'est bien, quand il a fait ses 25-27 touches, il est content, il peut retourner faire du sport. Pas du tout, c'est absolument pas suffisant. Alors, on va peut-être rajouter l'Upper Limb Rotation Test de l'équipe de Declèves, notre confrère physiothérapeute belge, qui sort un test chaque année. Donc, c'est génial, ça nous fait des nouveaux tests à chaque fois. C'est un test en rotation, cette fois-ci, toujours en chaîne fermée. Et on va se dire, bon, est-ce que ce test-là, lorsqu'il est réalisé avec le précédent, ça va être suffisant? Peut-être pas. Il va falloir en faire d'autres. Alors, vous avez le Upper Quarter Y Balance Test, qui est un dérivé du test qui est le Y-Balance Test pour le genou. Vous savez, ceux qui font la rééducation du genou, vous connaissez ce test-là. Donc, il y en a un qui a été réalisé pour l'épaule. Alors, quand vous commencez à faire les 3 précédents avec celui-là, déjà, ça veut dire que vous êtes quand même assez costaud. Là, c'est un test qui vise à chercher des amplitudes maximales dans des amplitudes un peu en diagonale. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Vous avez d'autres tests comme celui-là, qui est un test qui vise à lancer le plus loin possible. C'est le Seated Shot Put Test, c'est-à-dire un test, pardon, excusez-moi, où on lance une balle le plus loin possible. Donc, initialement, il était avec les 2 mains. Et là, c'est une version unilatérale. Donc, on va lancer une balle lestée le plus loin possible. Donc, tout ça est
normalisé. Il avait été décrit, cet article-là, je vous l'ai mis exprès, c'est parce qu'il donne une normalisation de ce test-là en fonction de la masse de la personne. Jusqu'à présent, on disait, bon, ben voilà, il doit lancer avec, alors c'est bien, 1 mètre, 2 mètres, on regarde avec l'autre bras. En plus, ça dépend vraiment du bras dominant. Il est plus, comment dire, certains tests ne sont pas modifiés en fonction du bras dominant. Celui-là, bien évidemment, est modifié en fonction du bras dominant et en fonction aussi de la masse corporelle de la personne. Donc, c'est bien, tous ces tests-là, mais ça n'est pas suffisant, encore une fois. Alors, on peut utiliser des scores. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme score? Là aussi, il y a foison de scores. On peut utiliser le WOSI, on peut utiliser le score de Walsh-Duplay, on peut utiliser le Raw score. Donc, ça, c'est les 3 scores qui sont les plus fréquemment utilisés. Il y en a d'autres. C'est le SAIN, ici, qui a été proposé par Lederman, qui est encore un nouveau score et qui permet d'aller chercher un petit peu l'état du patient et de son épaule. Alors, tout ça, c'est très bien. C'est déjà pas mal, hein, si vous avez vérifié toutes ces choses-là, mais il ne faut pas oublier, ça c'est quelque chose qui est issu du genou, mais qu'on peut reprendre pour l'épaule. C'est-à-dire que d'abord, il faut regarder quel est l'état du patient, son état, ses tests spécifiques, son âge, etc., en fonction de son, comment dire, de la prise de décision et de la chirurgie et de la rééducation de son retour au sport. Et puis ensuite, son activité, le type de sport, la position du bras, est-ce qu'il y a eu des blessures, les tests fonctionnels que vous venez de voir, et puis la psychologie du patient, et puis encore derrière les risques qui sont en lien avec le moment de la saison où ça va se passer, sa reprise du sport, est-ce qu'il y a des pressions extérieures, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, est-ce qu'on le force à reprendre, est-ce qu'il y a des notions d'argent, etc. Toutes ces notions-là rentrent en ligne de compte avant le retour au sport. Voilà un schéma qui est assez bien fait, où on voit qu'il y a des facteurs physiques. C'est tout ce que je vous ai dit par rapport aux amplitudes, à la force musculaire. C'est essentiel, mais c'est une step, c'est un niveau. Ce n'est pas tout. Tout ça n'est pas suffisant. Il y a également des facteurs sociaux, des contextes sociaux autour de la famille, autour de l'histoire, autour de la personne. Est-ce qu'elle est satisfaite de retourner au sport? Est-ce qu'elle a envie ou pas, etc. Et puis des facteurs psychologiques. Alors, par rapport aux facteurs psychologiques, il y a même une échelle qui est l'échelle CIRSI qui est intéressante. C'est un auto-questionnaire avant le retour au sport et après traumatisme de l'épaule qui donne une instabilité. Vous voyez que ce sont des échelles qui nous disent, en plus elle est en français, elle est traduite en français, pensez-vous pouvoir pratiquer votre sport au même niveau qu'auparavant? Pensez-vous que vous pourriez vous blesser de nouveau l'épaule? Êtes-vous inquiet à l'idée de reprendre votre sport? Pensez-vous pouvoir pratiquer votre sport sans vous soucier de votre épaule? Êtes-vous frustré de devoir tenir compte de votre épaule lors de votre pratique sportive, etc. Pensez-vous que votre épaule peut résister aux contraintes? Est-ce que l'idée de devoir éventuellement vous faire réopérer ou rééduquer vous empêche de pratiquer votre sport, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment des notions psychologiques dont on ne tenait absolument pas compte. Et souvent, les médecins du sport ou les chirurgiens ne regardent pas aujourd'hui un petit peu plus quand même parce qu'ils savent que c'est important, mais parfois ça passe à l'as et on se contente de regarder la force en statique des épaules, quoi. C'est n'importe quoi. C'est absolument pas suffisant. Et puis, il y a également la performance fonctionnelle. Donc, pour la performance fonctionnelle, on pourrait reprendre les tests que je vous ai montrés, les tests CKCUS test, etc., qui sont également des bons exercices. Et puis, on peut aussi réaliser, comme ici, alors ça, c'est Rémi Lanco, hein, le copain physio de PSC. Triple extension, Schreuder tirage, je passe sous le poids. Voilà, qui réalise un soulevé de terre avec une élévation au zénith, parfaitement réalisé. Triple extension. Regardez, il part sur la pointe des pieds, les cuisses, il part en shrug, il monte au-dessus de la tête et il reproduit. Avec un gainage ici de l'abdomen, avec son corps qui ne bouge pas, qui ne part pas en rotation. Voilà, les sportifs doivent pouvoir réaliser ce genre d'éléments, mais les non-sportifs doivent pouvoir réaliser la même chose avec 500 grammes ou 1 kilo dans la main. Il n'y a aucune raison qu'on ne les pousse pas à réaliser ce genre d'activité. Et puis, une fois qu'on a rempli tout cela, on peut envisager effectivement le retour au sport et je l'espère sans dommage pour vos patients, mais vous voyez que ça fait quand même pas mal de conditions. Alors, dernier slide autour de l'appréhension, parce qu'il y a des travaux récents de Lederman qui ont montré qu'il y avait une image cérébrale sur des IRM fonctionnels de l'appréhension du patient. C'est-à-dire quand on fait un test d'appréhension, le patient a peur, mais en fait, quand on met une butée derrière, la zone de l'appréhension ne disparaît pas automatiquement. Et donc, il va falloir probablement travailler aussi sur cette notion d'appréhension. Vous voyez ici un de mes patients qui a été opéré ici d'une butée. Son épaule est parfaitement stable, elle est mobile, elle est forte,
et je veux qu'il résiste à une chute d'une balle de 3 kilos. Hein, il est sur le dos, donc il sent bien qu'il est dans une position qui n'est pas terrible pour lui. Mince, excusez-moi. Et donc, vous voyez qu'ici, je veux le mettre en RE2 et puis il remet son bras qui n'est… Oh, bah dis donc, excusez-moi. Il remet son bras pas en position RE2 et vous voyez que sa main tremble. Il tremble à l'idée de rattraper cette balle parce qu'il sent que c'est dangereux pour lui. Et encore, il n'est pas en position d'instabilité comme moi, je veux le mettre. Et là, vous voyez sa main, il a très, très peur. Voilà. Et au fur et à mesure, ben, sa main ne tremble plus ici. Parce qu'il a l'expérience de sa stabilité d'épaule. L'appréhension disparaît avec l'expérience de la stabilité. Si on garde un patient dans un secteur de confort, eh ben, il ne sera jamais sûr de son épaule. Donc, c'est par l'expérience que cette appréhension va évidemment disparaître chez ceux qui sont un peu récalcitrants quand ça ne se fait pas automatiquement. Alors, le take-home message, j'espère que je n'ai pas été trop long. La kinésithérapie après luxation de la glénomérale ne permet pas de diminuer le risque de récidive. On dit que la kiné et l'immobilisation non plus. Donc, ça ne sert à rien de garder un brassard pendant 6 semaines après une première luxation. Il vaut mieux mobiliser l'épaule tranquillement, rapidement, plutôt que de garder le bras comme ça et de risquer d'avoir une épaule raide. Après une chirurgie stabilisatrice, la patiente ou le patient doit retrouver ses capacités sportives antérieures au traumatisme. Hein, on ne se fait pas opérer d'une butée ou d'un bancard pour être complètement bancal derrière. C'est pour être au même niveau qu'auparavant, c'est l'objectif. Pour cela, il faut protéger la chirurgie les 6 premières semaines. Il faut récupérer les amplitudes physiologiques pour les pratiques du sport autant que possible. Je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire si un lanceur de javelot doit récupérer la même amplitude. Je pense que oui. Teddy Riner a récupéré les mêmes amplitudes d'épaule d'avant sa chirurgie parce que les judokas ont des épaules très laxes, très souples. Et s'il n'a pas cette souplesse-là, il n'est pas aussi performant sur les tatamis. Donc, normalement, il faut récupérer les mêmes amplitudes, même si ça fait un peu peur parfois d'aller aussi loin. Mais récupérer de la mobilité, ce n'est pas forcément tirer comme un bourrin sur une épaule, c'est aller la chercher en actif. La mobilité, c'est le contrôle dans ces positions extrêmes du maintien, du contrôle moteur et de la stabilité. Voilà pourquoi il faut aller les chercher en actif et que le patient soit fort dans ces positions extrêmes. Restaurer une fonction musculaire progressivement les 2 premiers mois, puis réathlétiser l'épaule et le reste, le corps, l'abdomen, les membres inférieurs jusqu'à 4 à 6 mois. Et puis, on restaure un contrôle neuromoteur efficace et on redonne confiance à notre patient et à notre patiente pour qu'elle puisse retourner sur le terrain. Je vous remercie. Je vous ai mis ici le logo des JFK. Hein, c'est du 17 au 29 mai. Vous avez dû voir ça. Donc, vous vous inscrivez sur le site JFK 2021. Et puis, comme ça, vous participez aussi à la vie de la Société française de physiothérapie, à laquelle vous pouvez adhérer au passage. Ça ne coûte pas très cher. Et vous participez au fait qu'il y ait des gens qui s'investissent toute l'année et qui sont contents de voir des adhérents arriver dans les associations en kinésithérapie. Il y a plein d'associations. Vous en trouverez forcément des intéressantes dans votre domaine de prédilection. Et c'est vrai que la SFP, c'est une société qui chapeaute un petit peu, enfin, qui chapeaute pas, elle n'est pas au-dessus des autres, mais on va dire qu'elle est transversale. Elle n'est pas spécialisée dans l'épaule, dans le temporomandibulaire, dans le périnée, etc. Elle est plutôt transversale avec des groupes d'intérêt. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille d'adhérer. Voilà, j'ai fini avec mon topo.